Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau du débrief. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble avec nos invités pour débattre et analyser l'actualité nationale et internationale. Ça y est, le roi a tranché pour lever le blocage sur la constitution d'un nouveau gouvernement. Il a désigné vendredi dernier un nouveau Premier ministre, choisi toujours dans les rangs du PJD, en l'occurrence Saad Eddine El Othmani. Alors réussira-t-il là où son prédécesseur a échoué durant plus de 5 mois ? À quoi pourrait ressembler la prochaine coalition gouvernementale? C'est ce que nous verrons dans la première partie de cette émission. Et puis, en fin d'émission, nous irons en France, nous analyserons le premier débat qui a réuni lundi soir les 5 principaux candidats de la présidentielle. Nous reviendrons sur les principaux points de leur programme et sur les tendances qui se dessinent à 1 mois maintenant du scrutin. Et pour nous accompagner durant le débrief de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Ezouak, directeur de publication de yabiladi.com. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Hamad. Face à vous, notre Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Merci Naïm d'être là. Naam. Excusez-moi. Et Aziz Boustin est également avec nous ce soir, directeur de publication de panorapost.com. Merci Bonsoir, Aziz. Hanan. Alors, je vous le disais, le roi, dans un communiqué mercredi dernier, a annoncé qu'il allait nommer un nouveau Premier ministre et vendredi, il a reçu Saad Eddine El Othmani pour le désigner et lui demander de former ce nouveau gouvernement. Est-ce que c'était l'issue attendue à ce blocage qui dure depuis maintenant plus de 5 mois? Attendu par beaucoup. Je croyais que vous m'aviez donné la parole. Non, allez-y. Attends, parce que vous me regardiez. Attendu par Ila Ben Kiran, par plusieurs personnes, certainement pas par Ila Ben Kiran, mais en même temps, il était temps. C'est intéressant quand même. Mais en même temps, il était temps qu'on mette fin à ce feuilleton, parce que c'est devenu un feuilleton lassant. Et sachant que le roi, par 2 fois publiquement, une fois lorsqu'il lui a envoyé 2 de ses conseillers à un éminent économiste pour lui expliquer les retombées de cette situation sur le plan économique et financier au Maroc, et Abdeltef El-Manouni, un grand juriste constitutionnaliste, pour lui expliquer la lettre et l'esprit de la Constitution, et que pour lui sauver. Apparemment, Ila Ben Kiran n'en a pas tenu compte, et il a fallu le discours de Dakar, où le souverain lui a dit bon, il faut y aller, et que de toute façon, il a retracé la voie en lui disant la logique arithmétique n'est pas politique. Voilà la citation exacte du roi lors du discours de Dakar, c'était le 6 novembre dernier. La formation du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d'arithmétique où il s'agit de satisfaire les désirata de partis politiques et de constituer une majorité numérique, comme s'il était question de partager un butin électoral. Le gouvernement, c'est plutôt un programme clair et des priorités définies concernant les questions internes et externes, avec l'Afrique au premier chef. Et donc, à la fin, lassé d'attendre, le souverain a actionné l'article 42, qui en fait, lui, le garant du bon fonctionnement des institutions, et d'autant plus que Ben Kiran semblait s'entêter ou se cramponner à des positions qui ne relevaient plus du politique, mais du psychologique. Et donc, il fallait que quelqu'un, du moment qu'il n'a pas eu le courage d'aller rendre lui-même les clés, on lui a dit de redonner les clés, tout en préservant la lettre de la Constitution. Ça c'est essentiel, le souverain a décidé, de nommer un nouveau chef de gouvernement du parti venu en tête des élections du 7 octobre, et en même temps, en adressant un message au Conseil national, sachant que le souverain a zappé le Conseil national qui devait se tenir le samedi, et qu'il a nommé Saad El Othmani vendredi, en leur disant qu'il tenait toujours à travailler avec le PJD et ses militants, qu'il a qualifiés. Il y a eu une mauvaise traduction en français, parce qu'en arabe c'était Watani, et ils disent nationaliste, mais nationaliste, ça a une connotation en français péjorative. Patriote. Donc, il fallait débloquer la situation, et donc, ça a été la désillusion pour certains,
Mais on va revenir sur la manière dont ça a été perçu par les différents acteurs de la scène politique. Vous avez rappelé la lettre de la Constitution. Elle a d'ailleurs été reprise dans le communiqué du cabinet royal en date du 15 mars, donc de mercredi dernier. Voici ce que dit ce communiqué. Je cite le dernier paragraphe qui rappelle ces dispositions constitutionnelles. En vertu des prérogatives constitutionnelles de Sa Majesté le Roi, en sa qualité de garant de la Constitution et de la bonne marche des institutions et de défenseur des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens, et partant du souci de Sa Majesté de dépasser la situation d'immobilisme actuelle, Sa Majesté le Roi a décidé de désigner une autre personnalité politique du Parti de la Justice et du Développement en tant que nouveau chef de gouvernement. Aziz Boustin, c'était l'issue logique de revenir à la lettre de la Constitution et donc de désigner un nouveau Premier ministre au sein du parti arrivé en tête des élections? En fait, ce qui s'est passé, ce qu'on peut dire, c'est que le 10 octobre, à la nomination d'Abdellah Ben Kailan, c'était la lettre de la Constitution. C'était l'article 47 qui dit la nomination du chef du gouvernement au sein du parti arrivé premier au vu des résultats. Le 15 mars, le 17 mars, c'est là où a été nommé Othmani, là on est passé à la lettre plus l'esprit de la Constitution. Parce qu'il y a eu un débat pendant 5 mois. L'article 47 avait été mal rédigé, l'article 47 était imprécis, c'était une lacune de la Constitution. Alors on cite cet article pour comprendre de quoi vous parlez. Cet article 47 de la Constitution, voici ce qu'il dit. Le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections, des membres de la Chambre des représentants et au vu de leurs résultats. Voilà la disposition de cet article. Voilà, donc c'est au vu des résultats. Et alors, ce qu'a fait le roi le 15 mars, mercredi dernier, et là c'est très intéressant parce que c'est un communiqué qui fera date, parce que c'est une véritable lecture de la Constitution. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il faut voir les paragraphes et comment il a été structuré ce communiqué. Le roi a rappelé d'abord ce qui s'était passé. Ben Kailan a été nommé 48 heures. Après, en fait, c'était 24 heures parce que les résultats définitifs étaient dimanche. Oui. Donc le lendemain, 24 heures après, Ben Kailan était au Palais Royal de Casablanca pour être nommé. Donc le roi a rappelé ça. Et puis, il est revenu, en sortant de l'article 47, il est revenu à l'article 42 qui fait du chef de l'État le garant du bon fonctionnement des institutions. Et en plus de veiller au choix démocratique. Veiller au choix démocratique, ça on peut le rapporter au 3e ou au 4e paragraphe du communiqué où on parle d'autres options. Alors qu'est-ce qu'a fait le roi? Il est revenu au 42, qui fait de lui le garant du bon fonctionnement des institutions, et il a pris cette décision. Ce qui veut dire que le 47 est un article qui ne peut être utilisé qu'une seule fois. Il y a les élections, il y a le parti arrivé en tête, et on choisit le chef du gouvernement en son sein. Ce que vous voulez dire, Aziz Boustin, c'est qu'en vertu, l'article 47 a bien été appliqué le 10 octobre, voilà. Que l'article 42 est celui au nom duquel le roi a décidé de cet arbitrage et de nommer quelqu'un d'autre, mais que rien ne l'obligeait à choisir quelqu'un au sein du PJD. Rien ne l'obligeait. Il aurait pu passer à plusieurs autres scénarios, le plan B, le plan C. Il y en a beaucoup avant d'arriver à la convocation des élections. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que en octobre, avec la nomination de Ben Kailan, c'était la légalité constitutionnelle et la méthodologie démocratique chère aux socialistes. On se rappelle de ce qu'il disait en 2002 pour Yousfi. Et à la nomination de Othmani, c'est toujours l'article 47, donc, auquel le roi revient après avoir fait un détour par le 42, et c'est toujours donc, la légalité constitutionnelle en plus de la méthodologie démocratique, parce qu'il y a eu respect de la hiérarchie au sein du parti. Le roi aurait pu nommer quelqu'un d'autre. Non, il a choisi de respecter l'esprit de l'article 47. Voilà, donc respecter. Puisque le premier, le numéro 1, n'a pas fait l'affaire et qu'on a attendu 5 mois, on ne parle pas de 15 jours, on ne parle pas de 20 jours, on parle de 5 mois. Alors on va passer au numéro 2, ce qui est une lecture constitutionnelle qui est très précise et qui fera date pour expliquer par la suite l'article 47. Vous vouliez apporter une précision et ensuite on finit le tour de table avec Mohamed Zouak. C'est-à-dire dans le communiqué qui a désigné, qui a annoncer la décision du souverain de nommer un Premier ministre, un chef du gouvernement du parti arrivé en tête, il y a cette phrase qui est très significative et qu'il faut bien saisir. Il dit « désigner une autre personnalité politique du même parti de la justice et du développement en tant que chef du gouvernement parmi toutes les autres options qu'accorde au souverain la lettre et l'esprit de la Constitution. » C'est-à-dire, c'est là où il dit, maintenant on est encore dans la lettre, mais il y a d'autres options que l'esprit de la Constitution permet au souverain d'actionner pour y aller. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hassan Daoudi, lors du dernier Conseil national, avait dit que
vaut mieux aller vers cette option devant les récalcitrants du PJD, tant qu'on est encore dans la lettre, avant qu'on envisage les autres options qui mettraient de côté le PJD définitivement. Mohamed Ezouak ? Oui, alors c'est vrai que la solution extrême, c'était de convoquer de nouvelles élections, mais c'est une solution qui est coûteuse et le risque, c'est qu'on tombe sur le même écueil avec un PJD qui ne peut pas gouverner seul et qui a besoin d'autres partis. Et qui aurait pu sortir renforcé de nouvelles élections. Pas nécessairement. C'était un risque. Effectivement, c'était une éventualité fortement envisageable. Mais moi, ce que je note, c'est évidemment un camouflet pour la personnalité de Ben Khelane, qui était plutôt sorti grandi des dernières élections législatives, qui avait quand même affiché fièrement ses scores électoraux. Il y a une forme de violence symbolique quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu qu'il vienne au palais, qu'il rencontre le roi, que les choses se fassent. Il y a quelque chose de vous êtes limogé et je passe à autre chose, vous n'avez pas rempli la mission. D'une exaspération. Tout à fait. Vous n'avez pas rempli la mission, on passe à autre chose. Bien sûr, dans le cadre de la Constitution, mais on passe à autre chose. Donc il y a une violence symbolique qui a dû être perçue comme ça, en tant que telle, par Abdellah Ben Khelane. En même temps, le PJD a essayé parce qu'il y avait un peu d'espace, a essayé de ménager l'image du parti en essayant de montrer qu'ils restaient soudés, mais on sentait bien qu'il y avait des tensions internes. Ils se sont réunis dès le lendemain, dès le jeudi, après le communiqué. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on passe dans l'opposition? Même si la possibilité, l'éventualité de passer dans l'opposition n'a pas fait long feu, mais il y avait en tout cas des tensions en interne. Donc je parlais de violence symbolique qui émane en fait, qui est la résultante d'un blocage. Mais pour moi, le blocage n'est pas seulement venant d'une seule personne. En fait, il y a deux acteurs dans ce blocage. C'est évidemment Abdellah Ben Khelane, qui est responsable en tant que chef de gouvernement et qui devait mener justement les négociations pour la constitution du gouvernement. Mais il y a évidemment la personne de Arnouch, Aziz Arnouch, qui est le patron du RNI, à qui appartenait aussi une partie de la solution. Parce que Driss Lejgar, à la rigueur, patron de l'USFP, qu'il souhaite participer ou pas, si le RNI finalement passe dans la majorité, les choses auraient été closes et ça se serait dénoué sans aucun problème. Donc il y a évidemment deux responsables dans ce blocage, avec bien sûr une responsabilité, c'est-à-dire que la seule personne qu'on peut, entre guillemets, limoger reste Abdellah Ben Khelane en tant que chef de gouvernement. Aziz Boustaf, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, donc le camouflet est un camouflet, parce que Ben Khelane voulait partir, lui, il a dit il l'a annoncé partout, plusieurs fois, il l'a annoncé, j'avais un papier, je voulais partir voir Sa Majesté pour lui dire, bon, on ne lui en a pas donné l'occasion, parce que ce n'est pas à lui de dire au chef de l'État, ce n'est pas au chef du gouvernement de dire au chef de l'État ce qu'il doit faire. Maintenant, pour revenir à ce que dit Si Mohamed, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que la responsabilité incombe au chef du gouvernement. L'article 47, il faut le lire de plusieurs manières aussi. Il donne le droit au parti arrivé premier de diriger le gouvernement pendant 5 ans. Mais ce droit est aussi une obligation et un devoir. À partir du moment où vous n'avez pas la majorité absolue, si vous avez la majorité absolue, vous formez le gouvernement et on n'en parle plus. Si vous ne l'avez pas, vous êtes tenu de former une majorité et une coalition. Sinon, vous créez une crise constitutionnelle, une crise institutionnelle. Donc, Arnouch était dans son bon rôle en venant demander ce qu'il voulait. Parce que finalement, il était en position de force et il le savait. Et c'est justement pour prouver ça que le PJD est sur les réseaux sociaux, les déclarations bien distillées, bien organisées, bien filtrées, parler de putsch contre la démocratie, parler d'être premier, parler de blocage de Arnouch, parler. Non, il appartient au chef du gouvernement de faire ce gouvernement et de le constituer. Et je reviens sur ce qui s'était passé en 1997 en Allemagne, quand Schröder a accepté de reprendre pratiquement la moitié de son programme pour avoir les Verts avec lui. Donc avec 6% des voix uniquement, et avec Joschka Fischer, qui était patron des Verts, qui était devenu vice-chancelier et chef de la diplomatie allemande. Donc quand l'article 47, il faut être clair là-dessus, et c'était une espèce de chantage, entre guillemets, qu'exerçaient les gens du PJD, si Ben Khelane part, on va dans l'opposition. Vous n'avez pas le droit de partir dans l'opposition. Vous êtes tenu, pour respecter la Constitution, de former le gouvernement. Et si ça vous en coûte, eh bien, il fallait avoir 198 sièges.
Naïm la Kamel, majorité. juste pour qu'on avance un peu dans la discussion, Mohamed Zouar, je voudrais juste... je pose juste la question suivante et vous englobez tout, si vous le permettez. Mohamed Zouar a évoqué la violence symbolique de ce limogeage. Comment ça a été perçu? Quelle analyse faites-vous de la manière dont ça a été reçu par les principaux concernés, à savoir le PJD? Vous savez, il y a, comme on dit toujours, il y a le temps royal, il y a le temps politique normal. Donc il faut le prendre là. Il y a le protocole royal, il y a les institutions, il y a la hiérarchie des institutions et il ne faut pas malmener cette hiérarchie. Sinon on remet en cause toutes les structures sur lesquelles repose, disons, le ciment de la nation. Et c'est très important. Et l'une des erreurs fondamentales de Abdel Kiran, non pas seulement pendant les négociations, enfin pendant les consultations pour la formation de ce gouvernement, mais tout au long de son mandat de 5 ans de chef de gouvernement. Et il a eu toujours cette tendance à vouloir égratigner cette hiérarchie et d'essayer de toujours rééquilibrer ou de se mettre dans des positions menaçantes. Ça, c'est pour répondre à votre question. Mais juste, je voudrais répondre sur la responsabilité de qui tombe le blocage. C'est un problème d'abord de méthodologie. On a vu, au lendemain du 7 octobre, Abdel Kiran grisé par l'euphorie de ses 125 députés. Il était grisé, on le voyait, c'était physique. Si vous rebobinez tout ce qui a été filmé en ce moment-là, vous le verrez, ça saute aux yeux. Ensuite, vous êtes chef du gouvernement désigné, vous avez une carte politique qui a donné un certain nombre de partis. Il faut consulter tout le monde. Or, au lieu de faire prévaloir en premier lieu les intérêts du pays, les intérêts de l'échiquier, il a fait de la politique une affaire personnelle, a réglé des affaires personnelles. Donc, il n'a pas reçu le PAM, il a refusé de le voir, alors que l'obligation, la Constitution lui fait obligation de consulter tout le monde. Et c'est là où ce que Saad El-Othmani est en train d'essayer de corriger en disant « je vais recevoir tout le monde » par ordre hiérarchique d'arriver aux élections du 7 octobre. C'est la nouvelle méthodologie le PAM n'a pas pu être vu en premier, mais pas par la faute de Othmani. C'était une question d'agenda. Une question d'agenda parce que Ilyes El-Omari était pris à Tanger dans absolument. un protocole royal. Et donc il l'a vu dans l'après-midi. Donc c'est cette méthodologie, d'abord, qui n'était pas une méthodologie de détente, mais plutôt on est dans une logique de vindicte, de vengeance, de revanche. Je suis arrivé premier. On a voulu me tuer par le PAM. Voilà ce qui a été dit. Et je suis arrivé premier. Alors moi, je vais écraser le PAM, je vais écraser les autres partis. Je vais faire mon gouvernement avec les partis qui m'intéressent. On l'a dit déjà plusieurs fois ici, la Koutla plus les islamistes de PJD. Donc c'était une méthodologie personnelle et pas politique. Pas politique, c'est vraiment de l'instinct, c'est vraiment de la rancœur qui fonctionnait plus que le raisonnement politique. Ce n'était pas vraiment une posture, je suis désolé pour le mot, d'un homme d'État. Ce que, je l'ai dit, Saad El-Othmani est en train de corriger. À partir de là, tout est parti en vrille. Tout le monde pouvait se permettre. Et Ben Kiran ne peut reprocher à personne ce qui lui arrive, qu'à lui-même et à sa méthodologie. Aziz Boustan, on a évoqué la figure du successeur de Abdel Ben Kiran, Saad El-Othmani. Est-ce que c'est quelqu'un qui a cette stature qu'évoquait à l'instant Naïm Kamel et qui peut faire un consensus et réussir à dénouer ce blocage qui dure depuis plus de 5 mois? Alors, rapidement, avant de vous répondre, si vous me permettez, une remarque sur ce que vient de dire Naïm. Abdel Ben Kiran, on se rappelle, le 17-18 octobre, avait sa majorité absolue. Courte, certes, mais une majorité absolue faite avec la Koutla. C'était la période où l'USFP de Deshgal avait lié son sort à l'Istiqlal de Hamid Chabat. Il l'avait, mais non, il voulait plus. Il voulait sa majorité de la Koutla pour se sécuriser, verrouiller sa majorité, mais il voulait aussi l'expérience des cadres du RNI. Et c'est là où il a appelé
il voulait appeler le RNI, il a attendu que Aziz Akhnouch, il a tout fait pour attendre. Et là, il s'est retrouvé devant quelqu'un qui avait aussi ses objectifs et ses exigences, et on connaît la suite. J'en arrive à votre question. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on est passé du numéro 1 au numéro 2. Et il faut savoir qu'entre les deux hommes, il y a une forme d'animosité, il y a même une animosité certaine, qui remonte à l'histoire, qui remonte à l'élection de Saad Din Al-Othmani en 2004, alors que Ben Kiran la voulait, en 2008, comme secrétaire général, du PJD, à la suite du docteur Al-Khatib. En 2008, Ben Kiran a été élu contre Saad Din Al-Othmani. Après, c'était des phrases, des humiliations, des couleuvres qu'il a avalées, que Ben Kiran a fait avaler à Al-Othmani. Donc il y a une animosité entre les deux, mais cette animosité vient, sachant qu'ils sont tous les deux fondateurs de cette mouvance islamiste de l'islam politique ici au Maroc, il y a quand même une grande différence. Autant Abdelillah Ben Kiran est un sanguin nerveux, rugueux, autant Saad Din Al-Othmani, qui est psychiatre de formation et de tempérament aussi. C'est un sang-froid. C'est un sang-froid, c'est un faux calme. Faut pas trop. Oui. Mais c'est quelqu'un qui sait arrondir les angles. C'est un homme de consensus. C'est un homme de consensus. C'est un homme de compromis. C'est un homme qui sait écouter. De par sa profession, il sait écouter. C'est un homme qui est arrivé, d'ailleurs, quand vous voyez le communiqué du PJD, le deuxième communiqué, pas celui où le PJD a pris acte de la décision du chef de l'État, mais celui qui était à l'issue du Conseil national. On a chanté les louanges de Ben Kiran, on a dit que tout ce qui s'est passé était bien, etc. Ça, c'est pour la courtoisie politique et pour sauver un petit peu la face de Ben Kiran. C'est pour la galerie. Mais après, il y a eu des choses très importantes qui ont été dites. Que, on délègue au secrétaire général la fonction, la mission d'accompagner le chef du gouvernement désigné, Saad Din Al-Othmani. La deuxième, c'est la rapidité. La troisième, c'est le consensus. Or là, on se retrouve en plein dans le caractère de Saad Din Al-Othmani. Donc, je pense que là où Ben Kiran a failli, c'est-à-dire par Intihal Kalam, ça veut dire par un comportement quand même, un comportement hautain, un comportement qui n'a pas été accepté, à l'emporte-pièce, Saad Din Al-Othmani pourrait dire peut-être la même chose, mais en y mettant la forme. Et je pense que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de formes à maintenir, il y a beaucoup de personnalisation. Il y a beaucoup de personnalisation. Et quand on voit, je termine là-dessus, si vous me permettez rapidement, quand on voit ce qu'a dit, donc aussi bien Aziz Akhnouch que Mohamed Al-Ansar hier en sortant des réunions, des rencontres avec Saad Din Al-Othmani, Aziz Akhnouch a parlé 3 fois de confiance. Il a cité 3 fois le terme confiance. Et l'Ansar a cité 2 fois le terme rapidité. Donc je pense que maintenant que la confiance pourrait être rétablie, ça sera rapide. Alors juste Mohamed Al-Ansar, effectivement, à nos confrères de Média 24, une déclaration le 17 mars. Voici ce qu'il a dit sur Saad Din Al-Othmani. Saad Din Al-Othmani est unanimement respecté, même parmi ceux qui ne partagent pas son référentiel idéologique. C'est un homme d'État qui a toutes les capacités pour débloquer la situation. Tout dépendra des premières consultations qu'il mènera, mais surtout de la marge de manœuvre que le camp Ben Kiran lui laissera. Je suis cependant optimiste car c'est quand même le numéro 2 du PJD. On va revenir dans un instant sur ces premières consultations et sur les tendances qui se dessinent. Mais Mohamed Eswaq, un mot avant de faire la pause sur la figure de Saad Din Al-Othmani. Oui, alors tout d'abord sur Ben Kiran. Ben Kiran, en fait, son erreur, c'est que il a cette habitude de jouer à la fois... On aura consacré plus de temps à Ben Kiran qu'à Saad Din Al-Othmani. C'est juste pour faire la liaison. Je vous en prie. Ben Kiran a cette manie ou cette stratégie de vouloir, ou cette tactique plus que stratégie, de vouloir jouer à la fois aux courtisans, mais en même temps être une figure d'opposant. Et à force de tirer sur la corde, il y a un moment où effectivement ça lâche. Et donc là, pour le coup, c'est le facteur de blocage. Si on peut prendre une métaphore, si Ben Kiran était un médicament, le gros problème, c'est qu'il a des effets secondaires. Quand on a essayé de soigner, il a été utile pour soigner une drôle de comparaison. La crise, je vais finir ma comparaison, la crise de 2011, le printemps arabe, la vague de printemps arabe, etc., il a été utile, parce qu'il a permis d'apaiser, etc. Et à contrario, Othmani est en fait un autre médicament. Il n'a pas permis, il a aidé. Oui, il a été utile, c'est ce que je dis. Il a été utile. Et Othmani, à contrario, est un médicament qui peut soigner aussi certains maux, mais qui, pour le coup, a moins d'effets secondaires. Donc, il est effectivement plus calme, plus rond, il arrondit les angles, etc. C'est un homme de consensus. C'est un homme qui est respecté aussi, effectivement, par les autres, mais qui a en même temps quand même un ancrage. C'est un fondateur de la première association qui a ensuite fusionné pour donner le mur et ensuite le PJD.
Donc il est d'ailleurs souvent appelé, c'est pas la première fois qu'on l'appelle pour guérir un petit bobo, et là pour le coup un bobo politique. Il ne faut pas oublier qu'en 2003, où il y a eu une crise forte, il y a eu les attentats de Casablanca, une crise très forte avec dans le viseur le PJD. Le PJD était dans une posture assez délicate sur la scène politique. Plusieurs voix exigeaient la dissolution du PJD et il a réussi à négocier ce tournant c'est pour le PJD. avec effectivement son côté apaisé, son côté on arrondit les angles, etc., qui a permis à la fois de contenir les troupes, le PJD, la base du PJD, et en même temps donner cette image apaisée d'un parti qui est tout à fait, qui est dans les rangs, qui fait partie de la scène politique marocaine. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dans un instant pour poursuivre la discussion sur ces tractations pour le nouveau gouvernement. Restez avec nous, on revient dans un instant, juste après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci de rester avec nous. Nous continuons donc la discussion sur la formation du nouveau gouvernement. Saadine Othmani a commencé à recevoir les chefs des principaux partis. La journée d'hier, mardi, y a été consacrée. Est-ce qu'il y a déjà des changements de position qui se dessinent ou est-ce que, comme la posture de Saadine Othmani, certains commencent à arrondir les angles? Naïm Kamel? Tout le monde est dans cette prédisposition aujourd'hui. Et c'est normal parce que Saadine Othmani a quand même compartimenté sa démarche en deux phases. La première phase qui s'est passée lundi et qui a été qualifiée de consultation. C'est-à-dire c'est une sorte de prospection, de sondage, un échange de points de vue et on a vu que tout le monde était dans de bonnes dispositions, sachant que chacun ajoute une petite précision. Aziz l'a dit tout à l'heure sur Arnouch qui a parlé de confiance 3 fois, l'Ansar qui a parlé de célérité ou de rapidité 2 fois. Donc même Elias Al-Omari a dit que nous sommes toujours sur notre position, mais il a laissé sous-entendre par ailleurs que rien n'est exclu. Même que ça, il me semble difficile qu'aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un, si on ne veut pas faire un gouvernement d'union nationale, reste dans l'opposition. Donc, il faut rester dans ce scénario. Maintenant, il y a la position du PPS, qui est un allié inconditionnel du PJD, et qui lui dit « moins de 3, je ne pars pas ». Il veut 3 ministres. Il veut toujours surdoser. Oui, il a réitéré sa volonté de participer à condition que les demandes soient respectées. Mais il a laissé entendre que, ça c'est pas dans une déclaration, mais c'est une information. Il a laissé entendre que moins de 3 ministres, alors que l'USFP n'en est pas, qui a 20 députés, alors que le PPS n'a que 12, lui exige 3. Il a toujours été surdimensionné dans le gouvernement Ben Kiran, le parti de Nabil Ben Abdallah. Mais à un moment donné, que chacun doit revenir à sa réelle dimension. Parce que sinon, on ne va pas en sortir. Il y a un retour de l'Istiqlal, mais on a vu que l'Istiqlal est arrivé sans Shabbat. Bon, c'est une façon pour l'Istiqlal de dire, bon, on est en train de préparer le prochain congrès. Peut-être qu'on va aura lieu début mai. Juste un message qu'on va mettre Shabbat sur les rails du départ. Je ne sais pas s'ils vont y réussir. C'est une autre histoire. Il y a Nizar Baraka qui a déjà annoncé sa volonté de reprendre le flambeau. On dit qu'il l'a annoncé. Il l'a annoncé dans le journal Sabah il y a plus d'un mois. Il y a plus d'un mois en écrivant tout un article. Donc il avait déjà annoncé sa candidature et sa montée en course. Et on a vu tout de même, c'est une drôle de composition la délégation istiqlalienne avec Mohamed Soussi qui est lui, pour dire les choses comme ça, il est plus côté Shabbat. C'est à peu près la même famille. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Qui vient. Surtout qu'il nous reste peu de temps. Il y a Hamdi Ould Rachid qui, lui, est actionné pour abattre Shabbat. Celui dont je n'ai pas compris la présence, c'est Bouhamar Tarouane. Bouhamar Tarouane, parce que je ne sais pas vraiment aujourd'hui ce qu'il représente au sein de l'Istiqlal. Alors, est-ce que c'est un témoin? Est-ce qu'il représente un courant que je ne connais pas? Mais bon, ça reste à expliquer. En tous les cas, cette délégation a réitéré sa volonté de participer au prochain gouvernement. De participer au prochain gouvernement. Le reste, c'est une autre affaire, mais tout est encore possible. Tous les scénarios sont encore
sur la table. Aziz Bousta, c'est une redistribution des cartes à laquelle on assiste aujourd'hui ou est-ce qu'on va juste lever les blocages qui existaient auparavant? Aziz Erbah, du PJD, a fait une déclaration en disant la donne a changé au niveau du PJD et il faut qu'elle change de l'autre côté, en face. Le Fahem, il fait, comprenne qui pourra. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des changements. Première chose. Deuxième chose, pour compléter ce que dit Naïm, si les trois Istiqlal étaient chez Saad Din Latmani, c'est parce que c'est le Conseil national du 31 décembre qui les a désignés, qui avait déchargé Shabbat, et donc Shabbat ne peut pas se permettre, dans l'état où il est actuellement, d'aller contre le Conseil national, parce que bon, c'est sur ça. Maintenant, on sent une détente sensible, palpable, chez toutes les personnes qui étaient là. On a vu comment ça s'est passé avec Ilyas Al-Omari. Qui aurait pu imaginer, il y a une quinzaine de jours, que Ilyas Al-Omari et le PAM pouvaient aller tout sourire, très détendus, même si c'était, bon, vraiment ami-ami. Pour l'anecdote, Hassan Daoudi l'a attendu presque pendant 15 minutes devant la porte du PJD. Alors, il faut savoir Pour l'accueillir. Hassan Daoudi et Ilyas Al-Omari entretiennent d'excellentes relations. Oui. Ils ont signé des conventions. Donc, je veux dire, même au niveau protocolaire, ça a été soigné. Ça a été bien fait. Donc, on sent qu'il y a une détente. Au niveau de Akhnouch et de l'Ansar, je ne sais pas, je ne pense pas que les déclarations aient été préparées à l'avance. Et donc, quand j'ai parlé tout à l'heure du nombre de fois que tels mots ont été cités, ça a été spontané. Donc, on sent que, vous vous rappelez, quand Akhnouch, avec l'Ansar, sortait de chez Ben Kiran, c'était lourd, c'était très lourd. On sentait une tension à couper à la hache. Alors que là, on sent quand même que c'est beaucoup plus détendu. Avec le PPS, donc ça ne pose pas de problème. Et donc, je pense qu'il y aura une redistribution des cartes. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au niveau de l'USFP. Oui, puisque c'est la grande question. Et Driss Lechgar, par rapport donc aux exigences du RNI, voici ce qu'il a déclaré. Personne ne négociera ni ne parlera au nom de l'USFP. Nous n'accepterons pas que quelqu'un mène les tractations à notre place. L'USFP mènera ses propres négociations et quelle que soit la décision, elle sera prise par la commission administrative du parti. C'est une déclaration qu'il a faite au terme de sa rencontre avec le PJD hier, mardi. Alors, c'est peut-être les prémices, excuse-moi, c'est peut-être les prémices d'une solution. Ce serait peut-être les prémices d'une solution, c'est-à-dire qu'il y avait un front de 4 partis face à Ben Kiran, parce que Ben Kiran était véritablement un mur, sans jeu de mots. D'accord ? Là, on peut être un peu plus détendu, parce qu'avec Saad Din Latmani, les choses se passent quand même d'une manière pas agressive, pas hostile, mais d'une manière où tout le monde... En même temps, il a libéré Aziz Akhnouch de son alliance. Tout à fait. Je pense que la décision royale, en fait, a été entendue par toutes les parties, par tous les partis et toutes les parties. Il y a eu un déclic. Il fallait que... Donc, on a l'impression que c'était une question d'homme. Dès que Ben Kiran a été, entre guillemets, désactivé, eh bien, maintenant, les choses peuvent reprendre leur cours. Mais en même temps, et là on peut lire effectivement la déclaration de Aziz Erbah de cette façon, en même temps il fallait aussi, nous on a fait une concession, on a joué le jeu, Othmani va effectivement mener les négociations, mais il faut aussi en face qu'il y ait des concessions. C'est-à-dire pas seulement des changements, des concessions. Et là, dans la citation de Driss Lechgar que vous avez donnée, c'est là où en fait on peut peut-être détecter un changement dans l'organisation des partis qui étaient de la coalition, d'une sorte de coalition de groupement de partis qui étaient en négociation avec Abdellah Ben Kiran à l'époque. C'est-à-dire que l'USFP est redevenu électron libre. Il n'est plus soutenu par le parrain qui était Aziz Akhnouch pour dire non, j'exige que l'USFP fasse partie de la coalition. Et donc je négocie en son nom avec l'UC et même le MP d'ailleurs. Actuellement, on est dans une autre configuration où l'USFP doit défendre son beefsteak, si je puis dire, tout seul. Le RNI a continué son alliance avec l'UC et donc défend les intérêts des deux partis qui sont alliés. Et donc on peut sentir effectivement un changement de position où potentiellement on pourrait retrouver la même majorité sortante
avec en plus l'UC qui effectivement est allié avec le RNI. Et donc dans ce cas-là, ça laisserait une porte de sortie où il n'y aurait pas vraiment de perdants, par l'USFP, mais il n'y aurait pas de perdants ni au niveau du RNI ni au niveau du PJD. L'un des scénarios qui est en place aujourd'hui ou sur la table, c'est que l'USFP peut ne pas entrer au gouvernement tout de suite et qu'il reste dans une phase de transition. On soutient le gouvernement parce que sa présidence de la Chambre des représentants supposerait qu'il soit dans la majorité et que ça n'aurait pas de sens qu'un président de... Quoique ça se discute, ça ne serait pas de sens qu'un président de la Chambre des représentants soit dans l'opposition. Donc il y a cette possibilité. Mais quand vous dites ne rentrerait pas dans le gouvernement, ça serait dans un remaniement ? 6, 7 mois, 8 mois, une année, à l'occasion d'un remaniement, on fait entrer l'USFP par 1, 2, je ne sais pas, 3 ministres, 2 ministres et un secrétaire d'État. Enfin, on verra la formule. Alors, dernière question avant qu'on passe à la suite de l'actualité et qu'on parte en France. On a parlé donc des conséquences sur Ben Kiren, pour Abdelallah Ben Kiren. Pour le PJD maintenant, pour son parti, qu'est-ce que cette phase politique, ce blocage de 5 mois, et puis peut-être aussi le séisme à l'intérieur du parti qui a quand même été ébranlé la semaine dernière à l'annonce du communiqué royal, à moyen et long terme, quelles conséquences cela peut avoir sur le PJD ? Naïm Kamel. Je crois que, de toute façon, Ben Kiran, il y a un élan de solidarité à l'intérieur du PJD aujourd'hui avec lui. Ça va durer combien de temps? On n'en sait rien. Il y aura peut-être un moment donné où les alliances vont s'effilocher parce que, par expérience, c'est quand on est en poste au gouvernement qu'on a de l'influence. Il n'empêche que Belkiran garde une certaine popularité, il va la garder. Faut pas, oui, on n'oublie pas qu'il reste député, donc il restera présent dans l'enceinte parlementaire. Il reste un homme influent, parce que c'est un courant, Belkiran. C'est un courant avant d'être... Et longtemps, le Shabib al-Islamia, Harakat al-Islah, a porté le nom de Ben Kiran, avant même qu'il n'intègre le mouvement populaire démocratique de Khatib, et même avant que le PJD ne soit créé. Donc c'est quand même un pion de l'échiquier qui est un pion très important. L'homme, ces 5 dernières années, a acquis une stature populaire qui lui a permis de développer une forme de charismatisme et d'action sur sa base électorale qui lui donne encore de la marge de manœuvre. Maintenant, c'est lui. Comment il va se comporter? On peut imaginer que pendant 100 jours, ou 3 ou 40 jours, je ne sais pas pour dire 40, hein, il va se comporter calmement et qu'après il va commencer à piquer. De la même manière qu'avait fait Ahmed Rissouni avec Ben Kiran, avant qu'il ne se calme de nouveau. Donc, ça, mais Ben Kiran restera une pièce, à mon sens, importante de l'échiquier PJD. Aziz Boustan? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Vous savez, en politique, c'est toujours malheur au vaincu. Il a été vaincu quelque part. Il n'a pas fait l'affaire pendant 5 mois, donc il est parti. Il a été désavoué par le chef de l'État et il a quand même contribué, a été responsable d'un PJD qui a été ébranlé. Pendant 24 heures, pendant 48 heures, il a été ébranlé. Il ne savait pas, les gens du PJD, ce qui allait être fait. Alors c'est vrai, ce que tu dis, Naïm, il représente un courant au sein du PJD. Il représente aussi la force électorale du PJD, mais il ne faut pas oublier que c'est Saadine Lotmani qui est en situation, et comme tu l'as dit, quand on est en situation, et s'il arrive à faire son gouvernement, je pense qu'il va arriver à le former, à le composer, dans la confiance et la rapidité, rapidement, je pense que Saadine Lotmani n'est pas né de la dernière pluie non plus. Et il ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un dans les rangs de son parti qui lui tire dessus par esprit revanchard, par envie quelque part de ne pas être à sa place. Mais peut-être que Belkiran va prendre la présidence du Conseil national. Alors, attendez. On le laisse terminer, Mohamed Zouar, parce que sinon on aura très peu de temps pour parler de la France. Rapidement, on va attendre ce qui va se passer au prochain congrès. Si maintenant, il y a plusieurs solutions, si Abdelallah Ben Kiran est élu pour un 3e mandat, parce que les gens du PJD savent que la grande force électorale du PJD vient de Ben Kiran, voilà un PJD qui sort de sa légitimité, de sa propre légitimité, et qui perdra un peu en crédibilité. Il peut être élu président du Conseil national, c'est possible, mais là, il baisse d'un cran. Je ne pense pas qu'un homme politique, un véritable homme d'État, accepte ce genre de choses. Jospin a perdu les élections, il est parti. Et il y a Atmani qui refusera. Donc je pense que
l'avenir politique, avec tout le respect qu'on doit à l'ancien chef de gouvernement ou le chef de gouvernement des affaires courantes, de gestion des affaires courantes, je pense que son avenir politique est derrière lui. Il restera député ou peut-être même qu'il se fera remplacer par son suppléant. Mohamed Ezouak. Plus globalement, au-delà Il devrait, du moins. au-delà de l'avenir d'Abdellah Ben Keren, il faut aussi peut-être analyser la position du PJD. Il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte de paradoxe quand même. Le PJD qui a gagné des élections, qui a progressé au niveau des sièges, mais qui en même temps est encore plus en position de faiblesse qu'avant. Alors qu'il progresse. Voilà, c'est vraiment le paradoxe de ce parti et de la situation actuelle. Et ce paradoxe-là va évidemment créer des tensions. Et là, déjà, ils vont devoir faire des concessions. Quelles sont les concessions qu'ils accepteront, à la fois au niveau de la coalition, mais aussi ensuite au niveau de la politique du gouvernement. Donc des concessions qui vont devoir être faites. Et là, en fonction de ces concessions, il y a des risques de dissension au sein même du parti. Donc même le parti en lui-même va devoir être très fort et soudé pour pouvoir gérer l'après Ben Keren, avec un Djemali, et en même temps gérer justement cette relation à la fois avec le Palais Royal d'un côté, les autres partis de l'autre, mais aussi les électeurs, la base du PJD et leurs électeurs. Et donc ça va être... Ben Keren avait cet art de faire l'ascenseur et de faire les va-et-vient. Est-ce que Djemali réussira? Est-ce que le reste de l'élite du PJD réussira? Point L'avenir d'interrogation. nous le dira. On aura l'occasion... Ben Keren on arrête sur ce a sujet. transcendé Naïm le parti. Kamel. Ça y est, Ben Keren a transcendé le parti. On aura l'occasion d'y revenir et puis l'avenir nous le dira au cours des prochains mois. Il nous reste quelques minutes seulement pour parler de la France. On est à un mois à peine maintenant du scrutin du premier tour de la présidentielle. Et lundi soir, c'était le premier débat entre les principaux candidats, pas tous les candidats. D'ailleurs, c'est un reproche qui a été fait à TF1 qui a accueilli ce débat. La première division, la deuxième division. Alors, ils sont en se basant sur les sondages et puis donc voilà l'importance des candidats. Alors est-ce que d'abord juste un premier tour de table sur la manière dont vous analysez ce débat. Est-ce que selon vous il a été serein, parce que beaucoup de commentateurs s'accordent à dire qu'il a été plutôt serein, beaucoup s'accordent à dire qu'on a vu des vraies lignes de fracture, notamment sur les questions sociales, sur les questions de l'environnement, sur les questions de politique internationale aussi. Est-ce que ce débat, vous partagez cette analyse sur ce débat? Naïm Kamel. Je vais vous dire, je me suis un peu ennuyé devant le débat. Je trouvais qu'il était lénifiant. Il a été très long. Il a été effectivement très long. Il a fait plus de 3 heures. Il y a eu quelques échanges, quelques pics, quelques étincelles qui ont permis au débat de donner un peu de sel aux écrits de la presse, aux commentaires des JT. Sinon, mais le problème n'est plus là. Le problème, c'est que tout ça est devenu inaudible. Dès le lendemain, le débat politique en France retombait dans les affaires. D'abord avec l'élargissement, ou plutôt de l'espace de l'enquête sur Fillon et son épouse, vers avec de nouveaux chefs d'inculpation l'usage de faux, l'escroquerie, etc., ça devient plus grave. Et l'affaire du ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, dont on rappelle qu'il a démissionné. Qui a démissionné ou qui a été démissionné. Et on rappelle les faits pour avoir employé ces 2 filles comme assistantes alors qu'elles étaient lycéennes. Moi, ce que je retiens, peut-être que dans ce débat, je ne dirai pas plus, jusqu'à plus ample information et éclaircissement, je crois que la France est en train d'achever la Ve République, qu'il y a une transition, que la France va passer après, quoi qu'il advienne. Parce qu'on ne sait pas qui va vraiment être président, on devine. Sachant que les sondages restent sujets à question. On ne sait pas si, par exemple, Macron, ça se mange. Si Emmanuel Macron. Emmanuel Macron arrive à la présidence, quelle majorité parlementaire? Est-ce qu'une majorité parlementaire va se dégager ou est-ce qu'on va se trouver dans un échiquier, je vais oser la comparaison, à la marocaine? Et là, c'est tout un problème. Mohamed Ezouak, sur la teneur de ce débat, Naïm Kamel, vous disiez on est en train d'achever la Ve République. C'est d'ailleurs le programme de Jean-Luc Mélenchon qui avait rassemblé samedi près de 130 000 personnes, d'après les chiffres avancés dans cette marche, 135, sur cet appel donc, à la refondation d'une nouvelle constitution. Et puis beaucoup s'accordent à dire qu'il est sorti le grand vainqueur de ce débat. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Mohamed Ezouak?
évidemment, Mélenchon est un tribun, il réussit, il a la bonne phrase, il était à l'aise, donc effectivement c'était le grand vainqueur. Mais de toute façon, il a toujours été très bon au niveau face caméra, face à des journalistes, sur les plateaux. Il a toujours été très bon. Ça ne se vérifie pas forcément dans les chiffres, que ce soit dans les élections précédentes ou même dans les sondages actuels pour les prochaines élections. Il a réussi effectivement à dominer les adversaires. On a vu une Marine Le Pen qui était quand même en difficulté. On la voit beaucoup moins à l'aise quand c'est un débat, parce que quand elle peut faire son monologue, elle peut dérouler tranquillement. Et là, c'est peut-être aussi un défaut des journalistes qui ne la questionnent pas, qui ne la challengent pas suffisamment. D'autres qui sont un peu plus effacés. On a vu les limites d'Emmanuel Macron. Fillon qui était effacé, peut-être parce qu'il en avait gros sur la patate, comme on dit. Mais qui se prévalait de son expérience aussi, parce qu'il apparaissait le plus expérimenté. J'allais dire 36 ans de politique. Mais qui n'osait pas trop la polémique, parce qu'il avait peur. Oui. Donc il a joué la stabilité. Il a essayé d'appuyer sur les choses. Moi, en fait, je vois trois groupes dans ces trois groupes. On a deux candidats qui sont en fait des héritiers de la continuité. Donc c'est Fillon et Hamon, finalement, avec leur parti derrière, etc. Vous avez deux candidats qui sont continuellement dans la rupture. Donc Le Pen et Mélenchon, et c'est pas nouveau, et un candidat qui est candidat de la rupture, mais dans la continuité. Et ça, c'est Emmanuel Macron, qui est là, qui dit à tout le monde qu'il est dans la rupture, qu'il n'a pas un appareil partisan derrière, mais qui, en même temps, on le voit très bien, qu'il est plutôt sur quelque chose de stable, dans la continuité, j'étais un ancien ministre, etc. Donc, ça dessine un paysage politique. Enfin, après ce débat, moi, je l'ai plus perçu comme étant une lucarne démocratique de débat. Et effectivement, c'était assez intéressant. C'est la première fois qu'un débat est organisé entre les candidats avant le premier tour. Et vous l'avez souligné. Avant le deuxième tour. Et vous l'avez souligné, il y avait des lignes de fracture. Il y avait sur le dossier russe, par exemple, il y a vraiment des grosses différences sur le social, sur l'Europe, sur l'Europe évidemment, sur l'environnement, la sortie du nucléaire. Il y avait trop de thèmes aussi. Mais c'était long, c'était un long débat, trop long débat malheureusement. Mais on voyait effectivement des lignes de fracture, mais moi je perçois ce débat plus comme une lucarne dans une campagne qui est polluée par les affaires. C'est vraiment un festival. Justement, vous pensez que ça va avoir un impact dans quel sens? Parce que c'est vrai qu'il y a eu les rumeurs sur des fonds touchés par Macron, il y a les affaires maintenant de Fillon, tous les jours il y a des nouvelles annonces qui tombent, notamment les conflits d'intérêts, parce que peut-être que finalement c'est ça le plus important, parce qu'on parle beaucoup des affaires de ces emplois fictifs, mais il y a aussi la question des conflits d'intérêts avec notamment des groupes d'assurance, etc. Dans quel sens ça peut influer la campagne? Ça peut favoriser le vote de l'extrême droite. Ça peut au contraire encourager la rupture que peut incarner par exemple Mélenchon avec son appel à une nouvelle constitution. Dans quel sens ça peut impacter cette campagne, Naïm Kamel? Ou par une forte abstention aussi, on peut aussi imaginer une forte abstention. Généralement il est dit que toutes les déboires des partis classiques profitent à l'extrême droite. Qui n'est pas épargné par les affaires aussi. Qui n'est pas épargné, mais ça glisse. Pour ça Marine glisse Le Pen. d'abord parce qu'on dit que c'est de l'argent européen, c'est pas de l'argent français, que c'est des emplois fictifs qui n'étaient pas népotiques. C'était pour le parti des gens qui travaillaient pour le parti. C'était pas ses enfants, son mari, sa sœur, etc. Non, ou ses filles. C'était quelque chose. Mais tout ça, ça va avoir un impact. C'est pour ça que j'ai dit au début, et j'avais dit que je n'allais pas en dire plus, ça va impacter la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a plus d'exigences de transparence, il y a plus de pauvreté, il y a plus de souffrance, il y a plus de douleur en France. Et aujourd'hui, les gens ne tolèrent plus certains comportements. Et je crois que c'est déjà vers ça que va tendre l'avenir de la France. Aziz Boustin, pour vous, cette élection présidentielle 2017 va marquer une rupture ? Oui, en fait, tout à l'heure, pour le Maroc, on parlait de l'être et d'esprit de la Constitution. Là, on est dans la lettre, si on veut, de la Ve République. Mais quelque part, on est dans un autre esprit. Quelque part, on est passé à autre chose. D'ailleurs, rien qu'à votre question, on voit qu'il y a tellement de questions. On n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Il y a plusieurs candidats. Il y a des lignes de fracture qui sont claires. Il y a une Marine Le Pen qui était conquérante, première partie de France, etc., jusqu'à maintenant. Mais là, on a vu dans ce débat que finalement, confrontée à ses pairs candidats, elle ne fait pas véritablement l'affaire. Il y a aussi ce qui s'est passé, l'historique
enfin l'historique, la récente histoire en Europe avec l'Autriche qui devait avoir un président d'extrême droite qui l'a pas eu, avec les Néerlandais qui Les Pays-Bas également. Les Pays-Bas, ça s'est pas fait. On a le cas Trump, donc on n'en parlera pas, on a compris. Donc il est possible qu'il y ait peut-être un déplacement vers l'extrême gauche, mais est-ce qu'on peut véritablement continuer de parler d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche classique? L'échiquier On n'en politique sait rien. lui-même étant bousculé. L'échiquier s'est totalement dilué et on risque d'avoir, je crois que c'est Naïm qui a dit ça, on risque d'avoir quelqu'un à la présidence qui n'a pas de parti. France Insoumise ou En Marche, ou qu'est-ce qui va se passer au niveau des législatives? Et donc finalement, on va se retrouver là. Je crois que l'élection, au lendemain du second tour, on passera à la 6e République. On sera déjà dans la logique de la 6e République. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre ces différents enjeux. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.